Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Stade Afrique, bienvenue dans Sport Palabre. Aujourd'hui, nous allons parler du paradoxe basket africain. Pourquoi un paradoxe? Parce que d'un côté, nous avons des joueurs présents dans tous les plus grands championnats, représentant même la moitié du contingent des joueurs étrangers en NBA, ce qui n'est pas rien. Ils sont le cœur du basket mondial. Et de l'autre côté, nous avons les équipes nationales incapables d'accéder au deuxième tour du dernier mondial qui s'est déroulé en Chine. 5 équipes, 15 matchs, 3 petites victoires. Pourquoi? Pourquoi de tels écarts? Quelles sont les solutions? Y a-t-il des solutions? L'arrivée de la NBA en Afrique en serait-elle une? On en parle tout de suite avec des experts et une légende. Alors quand je parlais d'experts pour parler de basket, tout de suite, il y a un nom qui nous revient à l'esprit. Elle ne voulait pas que je commence par elle parce que par timidité, même si c'est une meneuse dans son équipe de qualité, c'est Mélissa Diawoka. Bonjour Mélissa. Bonjour. Mélissa, meneuse des Castor Brain, joueuse Euroleague. Exactement. C'est ça. C'est ça. J'ai rien oublié, parce qu'elle m'a fait la leçon au début, donc on est bien d'accord. L'autre nom qui vient tout de suite quand on parle basket sur Stade Afrique, c'est monsieur Yann Balikouzou. Salut Yann, ravi de te revoir. Ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas vu. Un petit moment. Ouais. Agent FIBA, agent NBA. J'ai le plaisir de recevoir Freddy Kabbalah. Là, tout de suite, on arrive sur la sagesse. Freddy Kabbalah, Black Fahrenheit. Également, le papa chanceux de 2 espoirs du basket. Absolument. Et je vous parlais tout à l'heure d'une légende. Je reçois pour la première fois monsieur Yomi Sangodei. Bonjour Yomi. Bonjour. Je suis vraiment très heureux de vous recevoir sur Stade Afrique. Thank you. Yomi, c'est le premier Africain drafté dans l'histoire de la draft aux États-Unis. Vous êtes nigérian. Hakim, yes. Avec Hakim, Yes. absolument. On en reparlera. D'ailleurs, Yomi, la première question, elle est pour vous. Alors, Yomi ne parle pas très bien français, comprend le français, donc des fois peut-être qu'il nous répondra en anglais, mais peu importe. Yomi, le mondial en Chine, 5 équipes africaines, dont une, le Nigeria, votre équipe, qui sur le papier était considérée comme une des meilleures et qui ne se qualifie pas pour le deuxième tour. Qu'est-ce qui s'est passé? Well, the team, the Nigerian team, Le problème de l'équipe nigériane, c'est qu'elle ne joue pas en équipe. Parce que la plupart des joueurs viennent de différents clubs, de différents horizons, et ils n'ont pas forcément le temps de travailler, de s'entraîner ensemble avant le début de la compétition. L'autre problème, c'est que le basket américain est bien différent du basket FIBA au niveau des règles. Il y a des choses que vous avez le droit de faire en NBA, par exemple, mais qui ne sont pas autorisées en basket FIBA. Les règles sont différentes. Des fois, vous avez la possibilité de sortir le ballon d'une certaine manière autorisée en NBA. La plupart des gamins ne jouent qu'avec les règles de la NBA et ne jouent pas avec les règles FIBA. Du coup, quand ils se retrouvent confrontés aux règles FIBA, ils sont un petit peu limités, ils perdent en qualité. Et on l'a vu aussi avec la France qui bat les États-Unis, parce que la façon de jouer au basket était différente. Les Français jouaient au basket FIBA alors que les Américains jouaient au basket NBA. Les joueurs doivent ajuster leur qualité aux règles FIBA. Par conséquent, la plupart de ces règles affectent le jeu des joueurs. Mélissa, vous, ça vous est déjà arrivé de vous retrouver dans des situations où vous jouez en équipe et on vous dit attention, là, les règles, si en Euroleague ou quand vous jouez contre des équipes étrangères, où on vous dit attention, au niveau des règles, les choses peuvent être différentes, il faut que tu adaptes ton jeu selon les... Ça existe? Oui, ça existe. Ça existe beaucoup parce qu'on est toujours confronté à ça. Déjà, il faut savoir que les règles en elles-mêmes du basket, ça évolue tout le temps. Les règles évoluent tout le temps, il faut toujours s'ajuster. Donc on est confronté à ça, on est confronté, quand tu vas dans un pays étranger, tu es confronté à une manière différente d'arbitrage. On est toujours contraint à s'ajuster. Et à modifier son jeu par la force des choses. Il y a une modification de jeu, une modification de règles, une modification de plein de choses et c'est régulier. C'est pas juste ça arrive souvent.
Donc, mais en tant que joueur, c'est des choses dont on est conscient. On le sait. On sait que On peut les règles, s'adapter. on peut s'adapter. Yann, c'est surprenant ce que dit Mélissa et Yomi, c'est comment on peut imaginer que des règles d'un même sport soient différentes selon où on joue. On verrait pas ça au foot, même dans n'importe quel autre sport. C'est tout le paradoxe du basket. En fait, on se base beaucoup sur la NBA, mais la plupart des règles sont éditées par la FIBA. La FIBA qui est l'organe qui gère tout le basket mondial. La NBA, il ne faut pas oublier, c'est une entreprise privée qui est en dehors de la FIBA. Et donc, ils éditent leurs propres règles pour... parce que aux États-Unis, le but du basket, c'est un divertissement, c'est de l'entertainment. Donc, pour faire en sorte que le jeu soit de plus en plus attractif. Donc, il y a certaines choses qui sont adaptées et les règles ne sont pas les mêmes. Et le style de jeu est définitivement pas le même. Et ça, Freddy, ça suffit à expliquer la déroute des équipes africaines lors du mondial. Bien entendu, non. Ah bon? Non. Ce sera un peu facile quand même, vous êtes d'accord avec moi? Je suis d'accord avec vous, Laurent. Maintenant, moi, je pense que le fait qu'une équipe ait une contre-performance, ce n'est pas lié qu'au continent africain. Ça arrive aux très grandes nations. Donc, pour moi, c'est déjà Non, mais bien. là, vous parlez d'une équipe, moi je parle du pool Afrique quand même. Oui. 5 équipes, c'est plus... Mais, on ne parle pas de contre-performance. Pour revenir au Nigeria, parce Ouais. que c'est la question qui est posée par rapport au Nigeria, si la question est-ce que le Nigeria est un pays du basket, oui. Oui. Est-ce que le Nigeria, face à cette déroute, est-ce que la simple explication de dire qu'il y a un problème suffit? Non. Moi, je pense que le Nigeria a eu une contre-performance et c'est toujours intéressant de creuser et de se dire, est-ce que c'est une question générationnelle? Parce qu'il y a cette question qui se pose aussi au basket. Il y a des bons crus, il arrive qu'il y ait des bons crus sur certaines années, puis il y a certaines années où en fait, les équipes nationales se renouvellent. Donc, qu'est-ce qui s'est passé en fait avec le Nigeria? Moi, c'est ça qui m'intéresse, in fine. Mais, pour rester positif, le Nigeria, j'ai vu le classement des pays du monde fini... Non, en fait, sur le classement au total, ouais. Je pense qu'ils sont 17e. Ah oui, d'accord. Mais c'est quand même devant la Chine, qui est beaucoup plus structurée, et d'autres pays, dits beaucoup plus développés. Donc, où est-ce qu'on met son curseur? Je comprends, Freddy, mais on se Ça compare m'intéresse. aux autres, mais... Mais c'est important. Oui, non, mais... Pour revenir sur le Nigeria, il parlait de génération. Le Nigeria, et en parlant des équipes africaines, le Nigeria et le Sénégal ont envoyé des super bonnes générations, avec des très bons joueurs. Avec leurs Qui sont les deux meilleures équipes sur le classement international. Nigeria 33e et Sénégal 37e. Voilà, c'est ça. Et le Nigeria finit 17e et le Sénégal 29e, je crois, si je ne dis pas de bêtises, sur 32. Donc, il y a eu d'autres soucis annexes, et notamment le problème de la préparation. Alors, on va terminer, parce qu'on ne va pas tout faire sur le Nigeria, mais on va terminer, on va donner la parole à Yomi pour finir sur l'équipe du Nigeria avant de parler de toutes les équipes. Cette équipe du Nigeria, est-ce que c'est une bonne génération? Oui, en effet, c'est une bonne génération, mais il faut comprendre aussi que la plupart des gamins sont nés aux États-Unis et pas en Afrique. Leur état d'esprit n'est pas africain malheureusement, mais plutôt américain. Même s'ils jouent pour l'Afrique, ils sont américains. Dans ce que vous me dites, Yomi, c'est est-ce qu'ils ont envie de jouer pour le Nigeria? Ou est-ce qu'ils y vont parce que ils doivent y aller, mais ils ont vivement que je rentre en NBA. Est-ce qu'ils ont envie de jouer pour le Nigeria? Oui, bien sûr, vous avez raison. S'ils viennent représenter l'équipe nationale du Nigeria, c'est aussi qu'ils en tirent un certain bénéfice. Il faut comprendre que la pratique du sport au Nigeria, et pas uniquement sur le basket, je dis bien tous les sports en général, elle n'est pas encouragée, soutenue, parce qu'il y a trop de corruption malheureusement. C'est triste à dire, mais il y a trop de corruption et c'est pareil pour toute l'Afrique. Mais ce n'est pas le propos. Au Nigeria, on a beaucoup de joueurs locaux qui devraient être mis en équipe nationale pour le futur de notre propre basket. Les joueurs qui viennent de NBA ne sont pas habitués aux règles FIBA et ils ne les comprennent pas. Ils sont habitués au style américain. Ils vont dans les grandes écoles, les grands collèges, les lycées. Leur mode de vie est vraiment totalement différent. Et c'est aussi pour ça que lorsqu'ils participent à un tournoi avec les règles du basket FIBA,
eh ben, le coach est malheureusement obligé de leur expliquer ce qui est autorisé et ce qui ne l'est pas, en donnant des exemples comme fais attention à tes appuis. Ce que tu peux faire aux États-Unis est considéré ici comme un marché. Ils ne jouent pas avec plaisir. C'est ce que ces gamins qui ont l'habitude de jouer en 1 contre 1, bah, c'est ce qui fait qu'ils jouent différemment. J'ai vu le premier match, honnêtement. Quand j'ai vu l'équipe, je n'étais pas satisfait de leur manière de jouer au basket. Mais je voudrais aussi rappeler qu'en Afrique, dans les années 70, il y avait trois grosses équipes. Donc le Sénégal, le Nigeria et la Côte d'Ivoire. Et aussi l'Égypte. L'Égypte avait une très bonne équipe dans les années 70. Mais le basket africain était à l'époque dominé par le Sénégal. Sénégal, Côte d'Ivoire, Nigeria, ces 3 nations se battaient pour le titre, que ce soit en Coupe d'Afrique ou aux Jeux africains. Et ça se jouait souvent en finale entre le Sénégal et le Nigeria, parce que la plupart des joueurs sénégalais jouaient en France en raison des relations entre les 2 pays. Et nous, en tant que pays anglophone, là où on allait, c'était aux États-Unis. Donc c'était quand même beaucoup plus simple. Et c'était aussi une bonne opportunité pour nous. D'ailleurs, juste une question par rapport à ce que dit Yomi. Il n'y a pas de championnat en Angleterre? Il y a un championnat, mais il est de pas très haut niveau. Non, pas beaucoup de moyens. Mélissa, vous comprenez ce que dit Yomi, c'est-à-dire qu'on joue dans des conditions, dans des clubs et dans des ligues européennes, avec une certaine qualité de jeu, avec une certaine qualité d'entraînement, et que retourner dans son pays respectif, même si on a l'amour du maillot, on peut avoir peur de se blesser, de ne pas être soigné, de se fatiguer à aller faire des rencontres dans des conditions un peu compliquées. Vous le comprenez, ça ou... Ça se comprend parce que c'est quelque chose qu'on ne peut pas négliger. Sachant que l'équipe, si on prend l'équipe de Nigeria, il y a au moins plus de 6 joueurs qui jouent en NBA. Il faut savoir que la NBA, c'est une longue saison. Quand ils ont terminé, comme on a vu avec beaucoup de joueurs stars, ils n'ont pas voulu venir en équipe, pas parce qu'ils n'avaient pas envie, mais parce que certains sont simplement fatigués et qu'ils ont besoin de se reposer. Alors représenter son pays, ça implique beaucoup de choses. Alors si on prend la partie africaine en elle-même, il faut vraiment aller au profond et connaître la situation de du Nigeria. Le Nigeria est un pays quand même qui joue au basket. Ils ont, comme Yomi le dit, c'est pas comme nous en Europe où eux ils sont directement dirigés vers les États-Unis. Ceux qui vont être intéressés pour aller faire le scholarship, ils vont partir aux États-Unis. Donc ils ont cette culture américaine. Maintenant, si on compare par rapport à ce qui s'est passé à la Coupe du Monde, ce qu'il faut savoir, c'est le style américain et le style européen, c'est complètement différent. Et c'est pas parce que vous êtes un bon joueur de NBA que lorsque vous arrivez en Europe, vous allez forcément réussir à jouer. Jusqu'à présent, Mélissa, les États-Unis, ils ont écrasé jusqu'à tout présent, le temps. mais on est dans une évolution. Le basket est en train d'évoluer. Et il ne faut pas oublier que le championnat du monde, c'est tous les 4 ans. Donc vous imaginez, 4 ans, c'est long. 4 ans, un jeune homme, il devient un peu plus mature. Dans son jeu évolue. Le basket européen évolue aussi. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a des joueurs qui peuvent vraiment se comparer aux jeux américains. Pas tous, mais le niveau est en train d'augmenter. Donc, alors, avant de revenir, parce que la deuxième partie va être consacrée véritablement à NBA, Afrique, pour revenir un petit peu à ce problème structurel des équipes nationales africaines, on a déjà fait des émissions, Yann, Freddy, on en a déjà parlé de tout ça. Excusez-moi, je suis en train de tomber. On en est où des fédérations? On en est où de la structure? On en est où de la formation? Est-ce qu'on a de plus en plus de coachs? Est-ce qu'on a des arbitres de qualité? Est-ce qu'on a des infrastructures de qualité? Ou est-ce qu'on est toujours pareil, on fait genre un peu sur 1 ou 2 endroits et il ne se passe rien derrière? Les choses commencent à évoluer. Il y a des endroits où il y a des structures qui commencent à se développer. Je pense notamment au Sénégal avec les académies privées. Avec les académies privées, mais pas que. Ils ont construit un grand palais des sports vers l'aéroport. La structure, l'Arena au Sénégal, oui. où ils ont joué la finale féminine, où il y a eu 15 000 personnes, exactement. qui est le record Exactement. Et d'ailleurs, c'était Nigeria-Sénégal. C'est ça. Nigeria a gagné. Ouais. Et c'est une super belle salle. Donc il y a des choses qui se font. Il y a le Rwanda aussi qui a un projet à ce niveau-là. Il y a des choses qui se font. Les choses se font à leur rythme. C'est ça également. Après, au niveau des fédérations, au niveau de la progression dans le basket, malheureusement, les progressions qu'on peut voir, notamment une chose que je regarde depuis un moment, c'est ce qui se passe au Mali sur les équipes de jeunes. Le Mali, sur le championnat du monde U19, son équipe a fini médaille d'argent.
Ils ont perdu contre les USA en finale. Mais la plupart des jeunes sont des jeunes qui sont formés à l'extérieur, que ce soit la majorité aux États-Unis, quelques-uns en France et 1 ou 2 en Espagne. Mais c'est une génération qui, à terme, dans 2 ans, c'est la génération qui va défendre les chances du Mali, peut-être pour les JO 2024. C'était cette génération-là qu'ils ont fait monter. Donc ils ont fait un travail de fond depuis quelques années à faire partir des jeunes, faire sortir du pays, parce qu'ils ont quand même des bons formateurs, mais jusqu'à un certain niveau. Et ensuite, ils les ont envoyés se confronter à un autre niveau. Et maintenant, ces jeunes-là reviennent toujours jouer en équipe nationale. D'accord, mais alors, pour leur maillot. La question que je posais, Yann, c'est est-ce qu'on parle des fédérations ou est-ce qu'on parle des organismes privés? Est-ce que il faut faire la distinction entre une académie avec des anciens joueurs, des gens qui ont envie de faire quelque chose, et les fédérations? Je suis d'accord, mais si on parle d'une fédération, quels sont les moyens d'une fédération africaine aujourd'hui? La FIBA, il donne de l'argent aux fédérations. Je ne suis pas si sûr que ça. J'ai posé la question. J'ai posé la question récemment, non. Alors, c'est quoi la politique de développement de la FIBA? Faut leur poser la question. C'est une très bonne question à demander. C'est quoi la politique de développement de la FIBA? Alors, parce qu'on est tout le temps en train de vanter la politique de la FIFA pour le foot. On prend le basket aussi. Oui, le basket en Afrique, comme le foot, ça suit en comparaison d'autres émissions, d'autres sports. Que fait la FIBA en Afrique? Pour moi, FIBA Afrique n'a pas de politique de développement du basket en Afrique. Elle organise juste les championnats, les différents championnats. Ça s'arrête là. Et c'est pour ça, je sais qu'on va revenir derrière, c'est pour ça que la NBA a une brèche pour s'introduire. Freddy? Alors, moi, je ne sais pas ce que fait la FIBA, mais en tout cas, ce que moi, je sais pour sûr, c'est ce que font les investissements privés. Et au jour d'aujourd'hui, la situation est qu'effectivement, on souffre d'un déficit. Mais il faut des passionnés comme Yomi, comme d'autres légendes, ou comme des personnes qui aiment le basket, parce qu'il faut bien commencer quelque part, qui, elles, vont engager des fonds pour pouvoir construire justement des infrastructures. Mais ça doit se faire. Ça doit se faire avec un accompagnement des fédérations locales. Des instances. Des instances, parce que c'est elles qui centralisent. Mais pour être réaliste et pragmatique, ces instances-là, souvent, n'ont pas de budget. Donc, aujourd'hui, il y a cette combinaison qui est en train de se faire, et ça prend encore un peu plus de temps, mais le temps que ça se mette en place, il y a des personnes qui sont impatientes, comme nous autres ici, qui aimons le basket, et qui nous disons, en attendant que ça se prépare, on va y aller comme ça, de façon privée, avec des académies. Il y en a parlé du Sénégal, il y en a pas mal en fait qui se mettent en place. On travaille sur un projet avec Yomi, dans ce sens-là aussi, mais c'est toujours dans le but de structurer. Mais Yomi, une académie, c'est privé. Donc c'est argent privé. Donc ça nécessite un retour sur investissement. C'est un business. Une fédération, c'est l'État. Donc c'est supposé être ouvert à tout le monde. Donc une académie, par la force des choses, c'est pas open bar, quoi. Il y a plein de jeunes joueurs, de jeunes joueuses qui ne vont pas pouvoir accéder. On va dire, admettons, un sponsor, je vais donner un nom comme ça, admettons Total demain met de l'argent sur une académie. Total ne cherche pas obligatoirement un retour sur investissement. Il cherche quoi? En financier, je veux dire. Le retour sur investissement qu'il recherche, c'est un retour en image. C'est du CSR, comme on dit dans le marketing. C'est un retour sur image qu'il recherche. C'est-à-dire qu'il s'achète une image positive. Il développe des jeunes. Généralement, l'académie, c'est couplé à une école également. Donc, il y a toute cette bonne image qu'il récupère. Donc, ce n'est pas uniquement du financier qui va le récécuper. Je vois un peu où vous voulez en venir avec, est-ce que c'est de la marchandisation? C'est pas ça. Mais je suis un peu d'accord sur... Ah, merci Mélissa, je savais que je pouvais compter sur vous. C'est pour ça que vous êtes là, d'ailleurs. Je suis un peu d'accord, on est d'accord, parce qu'il ne faut pas oublier que l'académie, ça restera toujours quelque chose qui est privé. Ce qu'on essaie de parler de fédération, en fait, ce qui nous pose problème, c'est que même si la FIBA aujourd'hui voulait faire quelque chose, il ne faut pas oublier qu'on parle de l'Afrique. L'Afrique, c'est un continent. C'est-à-dire que même si aujourd'hui la FIBA essaie de faire quelque chose, quand la FIBA essaie de gérer l'Europe, ça va. Parce que la France, elle est indépendante. Tel pays indépendant, ce sont des puissances qui ont les moyens. Et quand ils se mettent ensemble, c'est quelque chose, entre guillemets, facile de faire quelque chose ensemble. Parce qu'il y a des moyens, il y a des communications. L'union fait la force et chacun a les moyens de... Quand on parle de l'Afrique, l'Afrique, c'est un continent. L'Afrique, c'est pas une personne. L'Afrique, c'est plusieurs pays. Et en fait, moi, je comprends exactement ce qu'on dit parce que maintenant, ce qui est difficile là-dedans, c'est que quand on parle de fédération, on est obligé de parler politique. Et aujourd'hui, le fait que nos politiques ne soient pas stables, c'est ça qui nous pose problème, qu'aujourd'hui, on en vient à des situations qui deviennent privées. Parce que nos politiques ne sont pas stables, elles changent continuellement et tout est basé... Alors, je comprends ce que vous dites, mais quand on parle d'académie privée, est-ce qu'une académie privée, Yomi, dans quelques pays que ce soit d'Afrique, peut se permettre de s'implanter avec son argent sans dealer avec la politique?
Si je comprends bien votre question, je pense qu'en Afrique, ce type d'académie est fait pour aider les jeunes qui n'ont pas l'opportunité, la possibilité d'être dans une bonne structure. Si cette académie est une bonne académie, comme le CID par exemple. But yes, but the question is, can they do what they want without dealing with the politicians? Oui, parce que c'est privé. Ils n'ont rien à voir avec They les don't want to politiciens. deal and give you some money and then... Je le répète, ce qui est vraiment clair en Afrique, ce qui est malheureusement systématique, c'est la corruption. Elle est partout, elle est partout, elle est partout, dans tous les domaines, que ce soit le domaine du sport, que ce soit le business. C'est ça le problème pour développer un projet en Afrique. Si je dois d'abord venir vers toi pour te corrompre, ça ne peut pas forcément faire avancer les choses. Les académies qui sont créées le sont sans l'aide des politiques ou sans l'aide de la fédération. Par exemple, au Nigeria, la fédération n'est pas sérieuse. Si elle était, eux-mêmes, ils se focaliseraient sur la formation des jeunes locaux. Si j'avais eu le choix, j'aurais préféré rester dans mon pays pour jouer au basket au lieu de partir aux États-Unis. Leur coach qui m'a formé à l'époque venait de la Yougoslavie et pas des États-Unis. Il nous apprenait exactement ce qu'on appelle les fondamentaux du basket. Le basket européen se base sur des fondamentaux collectifs, alors que le basket américain est plus axé sur l'individualité, le 1 contre 1. Le basket européen est avant tout un jeu d'équipe. Parce qu'après on termine la première partie, on peut, en étant une institution privée, ne pas avoir affaire avec les politiques. En plus, si on a du succès, on ne va pas voir les politiques qui vont venir. Non, parce qu'il faut différencier un peu le basket du foot. Non, sérieusement, parce que les jeunes, quand ils sortent d'académie, ils vont à l'université. S'ils vont à l'université aux États-Unis, c'est du basket amateur, l'académie ne touche pas d'argent. S'ils viennent en Europe, alors il n'y a pas de transfert. On n'est pas dans le foot. Et généralement, dans les académies, souvent, les joueurs ne sont pas licenciés dans un club. Et ils n'ont pas de contrat. Donc, il n'y a pas de transfert. L'académie n'a pas spécialement un retour sur investissement. Quel est son but? Alors, Total, je comprends, mais l'académie, c'est quoi son but? L'académie, son but, mais souvent, je vous connais, vous allez sûrement être sceptique, mais souvent, leur but, c'est juste de développer le basket et de développer les basketteurs. Assez souvent. Yes. D'autres peuvent faire du business en se disant, je mise sur plus tard, et me dire que, ok, on va travailler sur la représentation de ces joueurs via un agent, et ensuite, on va faire de l'argent comme ça. Mais la réussite, c'est quoi? C'est 1 sur 10. Et si le joueur finit pas à très très haut niveau, le retour sur investissement, il n'est pas là. Mais après, c'est pas pour tous, parce que je pense que ça différencie aussi des pays. Chaque pays a sa façon de fonctionner. Et je sais aussi qu'il y a des pays, par exemple, par rapport à tout ce qu'on parle là, des académies, ou tout ce qui est en tout cas investissement, il ne faut pas oublier que chez nous, la politique, c'est important. Donc, quelque part, quand on voudra faire augmenter ces choses-là, faire avancer, que ce soit le basket ou n'importe quel sport, la politique voudra, entre guillemets, aussi s'aligner, parce que c'est par exemple, on arrive dans les moments d'élection, il y a beaucoup de pays qui vont vouloir investir pour montrer qu'ils ont besoin. Donc, à un moment donné, je pense qu'il y aura quelque part, selon des pays, un intérêt politique derrière, quoi qu'il arrive. Enfin, là, heureusement, on arrive à la fin de la première partie. Heureusement, on a une solution, c'est la NBA. On en parle juste après ça. Bonne nouvelle pour tous les passionnés de sport, l'application Stade Afrique est enfin disponible. Où vous voulez, quand vous voulez, l'application Stade Afrique vous permet de suivre tous vos programmes en direct ou en replay. Sans oublier le meilleur des actualités sport Afrique à travers notre fil d'infos, ainsi que toutes les diffusions de vos programmes préférés sur notre grille de programmes. Stade Afrique, c'est aussi la possibilité de contacter directement vos animateurs favoris, tous les jours à toute heure, regarder Stade Afrique en live gratuitement, accéder au replay complet de nos meilleurs programmes, toute l'info sport Afrique gratuite dans l'application Stade Afrique. Stade Afrique, l'application toujours plus proche de ses téléspectateurs. La nouvelle application Stade Afrique, c'est simple, c'est gratuit, alors n'attendez plus, téléchargez-la dès maintenant sur l'Apple Store et Google Play. Stade Afrique, on aime le sport, on aime l'Afrique.
Sport Palabre, deuxième partie, basket, le paradoxe africain. Alors, autant vous dire que ça fait beaucoup parler, ça se moque même, hein, monsieur Yann. Donc, toujours avec Yann Balikouzou, Freddy Kabbalah, Yomi Sandoge et Melissa Diawaka, notre joueuse des Castor Brain. Alors, on a terminé la première partie, on a beaucoup parlé des équipes africaines, du Nigeria, des problèmes d'infrastructure, mais j'aurais tendance à dire qu'on revient un petit peu sur toujours les mêmes choses. On a déjà fait plein d'émissions autour de ça. Mais il semblerait que la solution miracle est en train d'arriver avec la bien nommée NBA. Yann, on s'est déjà vu, on avait fait un palabre l'année dernière sur la NBA en Afrique, pourquoi faire ? On était aux prémices de ce qui est en train d'arriver là actuellement. Donc je vous repose la question, qu'est-ce que va faire la NBA avec la Basket African League, la BAL, l'acronyme BAL. D'abord, comment ça va fonctionner? Parce que c'est pas très clair. Je crois qu'il y a 12 équipes. Comment ça a été? Est-ce qu'on peut faire un petit récap sur ça? C'est pas encore très clair la manière dont ça va fonctionner. Ils travaillent encore dessus. Donc ils ont sélectionné 12 équipes sur différents critères. 12 équipes déjà existantes. Donc sur différents critères, notamment critères de salle, critères de structure. Alors pour ça, parce que ça m'avait... J'ai regardé, je peux vous les donner. Nigeria, Sénégal, qui sont les deux meilleures équipes dans le classement. Après, Angola, Tunisie, Égypte. Là, on est dans la chronologie des meilleures équipes. Et après, on passe directement au Maroc, qui est 7e. Mais le Cameroun, 6e, ne fait pas partie de ces 12 équipes. Pas de club structuré au Cameroun. Pas assez structuré. Comment ils peuvent être 6e sans être structurés? C'est ça le paradoxe. C'est le pays qui est 6e. Le pays est 6e avec beaucoup de joueurs à l'extérieur. C'est les nations FIBA, c'est la nation en termes FIBA qui est 6e. Ce n'est pas les clubs camerounais. Le Cameroun envoie énormément de joueurs, que ce soit aux États-Unis ou ailleurs en Europe. Et c'est ces joueurs-là qui font que l'équipe du Cameroun est 6e. Donc en fait, ils sélectionnent les équipes par la qualité des joueurs. Par la qualité des équipes, les différents résultats des équipes, si leurs finances sont saines aussi, ça c'est un gros point. Parce que quel moyen de contrôle ils ont sur ça d'ailleurs? Ils ont fait tout un audit pendant plus d'1 an. Sérieux? Ouais. Au niveau de la NBA, c'est toujours très sérieux. Ils ont fait tout un audit pendant plus d'1 an, et justement, c'est sur ces bases-là qu'ils ont sélectionné les équipes, parce qu'ils vont également injecter de l'argent dans les équipes. Il y a des gros sponsors qui sont arrivés. Donc 12 équipes, avec des poules. C'est ça. Des poules de qualification. C'est ça. Après, il y a un play-off sur plusieurs pays. Qui va payer les voyages? Qui va payer les entraînements? Qui va payer les stades annexes? Est-ce qu'on peut s'attendre à la même qualité de jeu dans les poules que sur les play-offs et les phases finales? La qualité de jeu sera là. Parce que comme j'ai dit, ils ont signé avec des très gros sponsors, notamment Jordan Brand. Je crois que Spalding également est dedans. Je crois que Barack Obama est consultant également sur la Basketball African League. Si la NBA investit et se met quelque part, ça sera très carré. Ils ne prendront pas le risque de faire quoi que ce soit et d'associer leur nom à quelque chose qui ne tiendra pas la route. Freddy, ça va bousculer du monde, ça. Alors, moi je pense qu'on est quand même sur un marché nouveau. Donc, NBA ou pas NBA, je pense quand même qu'il va y avoir des débuts qui ne seront pas faciles. Maintenant, je parle sous le contrôle de Yann. C'est vrai en fait que les 12 équipes, il y a des grandes nations du basket qui envoient des délégations faire des championnats, mais qui ne sont pas structurées. Je prends nous l'exemple de la RDC, le pays que je partage avec Mélissa. Potentiellement, on devrait y être dans les 12. Mais on souffre de quoi? En fait, on n'a pas d'infrastructure, de salles, de palais omnisports. Donc vraiment, pour être réaliste, vaut mieux peut-être faire passer un Maroc, où ça joue au basket, mais qui peut accueillir 10 000 spectateurs. Le Rwanda, qui n'est pas un grand pays du basket, mais qui a des infrastructures qui sont quand même beaucoup plus saines. Ils sont 13e, ils sont dans les 12 équipes sélectionnées. Sans vouloir couper Freddy, aussi un des critères, c'était les différents résultats qu'il y a pu avoir sur des championnats d'Afrique de clubs. Et le club marocain dont il parle, je crois que c'est l'AS Salé, je ne sais plus exactement, c'est un club qui a toujours des très bons résultats en championnat d'Afrique. D'accord. Voilà, donc c'est avec ce cahier des charges-là, moi je pense qu'ils y vont prudemment, mais moi je ne pense pas que la NBA soit la formule magique. Je ne suis pas aussi optimiste. Moi je pars toujours du principe que les fédérations doivent faire aussi leur part, les académies doivent faire leur part aussi, et c'est quelque chose en fait qui ne peut fonctionner que de concert. Yomi,
vous qui connaissez bien la NBA, qui connaissez bien l'Afrique, est-ce que vous pensez que ce mariage peut donner quelque chose de beau et de bon, ou est-ce que ça va être, il y a un moment ou un autre, il va y avoir des désaccords, la NBA qui est très business et comme ça, l'Afrique qui est un petit peu plus, comment dirais-je, Attention. ouais, c'est pour ça que je préférais que ce soit vous qui le disiez. Flexible. Comment flexible, souple, Flexible. qui s'accorde un peu plus de souplesse. Oui, On peut dire ça on peut comme dire ça. ça comme ça, oui. Qui s'accorde un peu, qui est un peu plus souple. Est-ce que vous pensez que sur le long terme, c'est possible? Oui, tout est possible. Tout est possible. Ce que vous devez comprendre, c'est que si la NBA s'implique dans un projet, c'est que tout a été étudié au préalable. Ils sont prêts. Ils auront tout listé, ils auront tout prévu, tout anticipé. C'est un business, c'est un business. Chaque pays participant aura une relation directe avec la NBA, avec les clubs, les équipes. Dans le futur, on ne sait pas comment ces choses-là vont évoluer. Une chose est sûre, c'est que c'est une bonne opportunité pour l'Afrique que la NBA s'allie à la FIBA pour la création d'une ligue. Mais la question que je me pose, c'est comment toutes ces équipes qui viennent de tout le continent, comment elles vont être sponsorisées. Quelqu'un va devoir mettre de l'argent pour les accompagner, ils vont devoir faire des voyages. Par exemple, ne serait-ce que se déplacer au Sénégal, qui va payer le vol? Le pays, le club, la NBA? La question que j'aimerais poser à Amadou Gallo, le président de NBA Afrique, c'est comment ils vont faire pour se développer. Ce n'est que le début. On verra bien l'évolution, c'est sûr. Peut-être que dans le futur, il y aura un championnat africain, un championnat type. Par exemple, l'Est contre l'Ouest, avec des sponsors qui vont payer. Mais pour le moment, c'est encore à l'état brut. Je vais suivre tout ça pour voir comment les choses vont évoluer. Wait and see. Mélissa, vous qui comprenez ce que je veux dire, puisque est-ce qu'on ne peut pas craindre que certaines personnes en Afrique, dans différents pays, se disent il y a la NBA qui arrive, on va leur dire oui, ils ont plein d'argent, on va faire comme on sait faire sur certains points, on va essayer de prendre le maximum. Après, si ça échoue, ça échoue. Nous, en tout cas, on aura pris les valises. Est-ce qu'on ne peut pas craindre ça? Est-ce que la NBA est assez forte, j'imagine, mais est-ce qu'elle a conscience de ce vers quoi elle peut se confronter, à votre avis? Alors, je ne pourrais pas parler pour la NBA parce que c'est quelque chose... Ah, on m'a dit pourtant que... Non, c'est pas, je ne maîtrise pas totalement la NBA, mais ce que je sais, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on ne joue pas avec les États-Unis. Et ni la mentalité de l'Amérique. Et quand on parle de la NBA, on parle de franchise, on parle de personnes qui sont très haut placées, qui connaissent le business, on parlait d'Obama, qui sont partout. Donc je pense que quand ils vont quelque part, comme les garçons l'ont dit avant, c'est qu'ils ont tâté le terrain avant. Mais après, il ne faut pas oublier aussi qu'on est en Afrique. Et l'Africain, il restera l'Africain. Donc on ne pourra jamais éviter aussi ce côté-là des personnes qui veulent profiter. Ça sera toujours quelque chose qui a existé, mais ce n'est pas que l'Africain, j'ai envie de dire, parce que l'Américain, quand il vient, il a aussi envie de profiter. Donc c'est beaucoup de choses en même temps. Moi, ce que je peux dire, c'est qu'aujourd'hui, c'est un projet, c'est l'opportunité de. Aujourd'hui, on met, entre guillemets, un peu les phares sur l'Afrique. Après, est-ce que ça va marcher? Comme on a dit, il faut donner le temps, il faut voir comment ça va se passer. Mais je pense qu'il faut avoir de la joie parce que pour une fois, il y a quelque chose qui est entamé. Il y a une réelle vision, il y a un projet. Après, est-ce que ça va marcher? J'en sais rien. Mais il y a un projet. Est-ce qu'ils sont réputés pour être patients, les Américains, dans le business? Pas spécialement. On est d'accord. J'ai rencontré Amadou Gallo au mois de février dernier au All-Star Game à Charlotte. On a discuté de ça. On a discuté pendant un moment. Il m'a expliqué un peu la volonté qu'avait NBA Afrique sur ça. Et je lui ai demandé, mais ça va pas créer un conflit avec la FIBA?
Et la réponse, ça a été que on fait tout pour ménager La chèvre, le chou. les sensibilités. Je me souviens que dans le palab précédent qu'on avait fait, on a parlé de la NBA en Afrique, j'avais dit que pour moi, le développement du basket en Afrique passait par la création de ligues privées, parce que le système fédéral a vécu et ne fonctionne pas. Yeah. C'est aussi simple que ça. Yep. De mon point de vue, l'investissement de la NBA, pour moi, est une très très bonne chose. Il y aura des choses qui seront peut-être imparfaites. Peut-être qu'il y en a qui vont réussir à détourner de l'argent, mais je peux le garantir, ils le feront qu'une fois parce que cette équipe-là sera bannie. Alors là, ça c'est sûr et certain. Et la NBA, ils peuvent pas dire au bout d'un moment, bon, on en a marre, on plie les gants, on se barre. L'Afrique est un trop gros marché. Yep. Et c'est un marché sur lequel ils veulent se développer. S'ils ont un bureau et s'ils ont développé NBA Afrique, c'est pas pour rien. Freddy, Yann en parlait de la FIBA, c'est une question qu'on peut se poser. On en est où du basketball without borders le projet de la FIBA, on en est où? Non, alors, basketball C'est un peu humiliant quand même. C'est FIBA et NBA, voilà, c'est une collaboration entre les deux. Oui. C'est une collaboration Je crois entre que les deux. c'était un truc qu'avait fait la FIBA de son côté. Collaboration Non, entre les du deux. tout, du tout. Non. D'ailleurs, initié par la NBA, à la Ouais, base. c'est ça. Basketball Without Et Borders. ils ont impliqué la Ça a été FIBA lancé en avec. fait par la NBA, ils ont impliqué la FIBA. En fait, les deux, pour moi, ont intérêt à travailler ensemble. Mais qu'ils aient intérêt, on l'entend. Maintenant, il reste quand même des concurrents. Là, qui est quand même un peu plus puissant que l'autre. Qui va faire rapidement plus rêver que l'autre. Il y en a un qui est là depuis des années, il se passe rien. Il y en a un qui va arriver en un an, il va tout bouleverser. Après, c'est pas une histoire de faire rêver, c'est par rapport aux actions concrètes. Non, mais c'est le concret, Yann. C'est les actions concrètes. Et en termes d'actions concrètes, en peu de temps, la NBA arrive et dit voilà, on lance Ils vont les mettre à l'amende directe, quoi. Voilà. Donc, est-ce que ça peut pas être à l'intérieur du projet le verre dans le fruit, ça? Non, pour moi, ça peut être intéressant si, dans leur cahier des charges, et ça, pour l'instant, je ne sais pas si ça va être fait ou non, ils obligent ces équipes-là à faire de la formation. Parce que c'est ça qui va être déterminant. Ces équipes-là vont avoir des moyens en plus avec des nouveaux sponsors, mais si ces équipes-là sont obligées à faire de la formation, là, ça peut devenir très intéressant. Parce que ces équipes-là prendront le relais des fédérations qui font peut-être pas leur job, mais c'est peut-être pas volontaire. Hein. C'est peut-être aussi par un manque de moyens, par un manque de développement et de formation des cadres. Et si ces équipes-là ont une obligation de formation, là, ça peut devenir très, très intéressant. Okay, let me say this. Why the reason that I believe that the NBA wants to collaborate with FIBA, especially to create a league. La raison pour laquelle je pense que la NBA veut collaborer avec la FIBA pour créer une ligue, c'est tout simplement parce qu'ils veulent avoir la possibilité, l'opportunité de détecter les meilleurs sur le continent africain dans le but de pouvoir les sélectionner en NBA par la suite. C'est du business. Il leur donne une opportunité. Yomi, vous savez que dès que ça parle d'Afrique et qu'on va prendre la richesse africaine, très vite, c'est exploitation. Bah non, ces joueurs reviennent en équipe nationale. Ces joueurs Pour voir reviennent en équipe nationale. on a vu ce qu'ils ont fait d'ailleurs. Avec le temps, on peut voir après au JO 2020 comment ça va se passer, en 2024 comment ça va se passer. Mais on part d'un peu plus loin aussi. C'est une réalité, donc on a un développement qui est différent. Non, mais je suis d'accord avec vous, Yomi. Bien évidemment, on comprend que la NBA se dit le plus grand potentiel de joueurs. Tous les joueurs NBA, ils sont noirs, ils sont tous afro. Bien évidemment que la meilleure des choses, on va à la source récupérer l'essence même du truc. C'est pas exactement ça aussi. Dans leur logique, dans la logique d'NBA. Vous avez changé, Yann. Hein. Dans la logique vous êtes américain maintenant. Dans la logique d'NBA d'NBA Afrique, l'idée de Gallo qui est très intéressante, c'est de se dire qu'il veut que les joueurs restent le plus longtemps possible en Afrique. Qu'on puisse leur donner les possibilités de développement et de formation en Afrique. Et lui, son rêve ultime, ça serait que ces joueurs-là soient draftés en sortant de la balle, en fait. Que ces joueurs-là puissent se développer en Afrique, qu'ils puissent rester proches de leurs parents, proches de leur culture, et se faire drafter en NBA au plus haut niveau, s'ils ont le niveau, en sortant de la balle. Il y a eu un seul cas, je crois, de joueur qui a été drafté en arrivant directement en Afrique, c'est Ejike Ugboadja, qui vient du Nigeria, qui a été drafté par Toronto dans les débuts des années 2000. Mais sinon, c'est pas arrivé en arrivant directement en Afrique. Freddy, la promesse est belle. Je me fais l'avocat du diable avec un peu de scepticisme et un peu de cynisme même. Vous y croyez? Vous croyez au bon sentiment de la NBA? Moi, je pense qu'il y a un terme qui a été utilisé là beaucoup, c'est du business. Ok, maintenant, dans un cadre business,
c'est une affaire d'individus. Est-ce qu'il y a des gens qui sont plus bienveillants que d'autres? Voilà. Maintenant, moi je veux y croire. Pourquoi? Parce que la NBA, pour nous tous qui aimons le basket, qu'on le veuille ou pas, en fait, ça fait rêver. Moi, je ne peux pas associer le terme exploitation et NBA. En NBA, il y a 300 places. Pour moi, celui qui arrive à y entrer, c'est de la chance. C'est travail aussi. Non, enfin, voilà, je veux y aller, j'ai de la chance d'y être, donc je suis tout sauf exploité. Donc, voilà un peu, moi, un parallèle ou un raccourci qui me dérange. Maintenant, effectivement, moi, je pense qu'ils vont à la source. Il y a un vrai vivier. On est vite passé sur la FIBA, mais le fait que la FIBA mette son siège en Côte d'Ivoire, c'est pas anodin non plus. Donc, c'est quoi le signal? Le signal est qu'il y a un enjeu. Donc, nous, non, mais les que la Africains, FIBA mette son siège en Côte d'Ivoire, ça veut dire quoi? Écoutez, vous l'interprétez comment, vous? Pour celui qui lit un peu entre les lignes, c'est qu'en fait, on ne va pas se laisser faire. D'accord. Moi, je comprends comme ça. Et que sur les plateaux et pour les photographes, on est amis, mais derrière, il y a aussi quand même une affaire d'intérêt. Donc, pour moi, il y a tout ça, parce qu'on n'est pas dupes. Maintenant, à côté de tout ça, il y a des trajectoires qui sont individuelles, des gamins qui rêvent de ça. C'est comment est-ce qu'ils sont accompagnés. Moi, c'est ça qui m'intéresse, in fine. Et puis, en tout cas, c'est excitant. Je suis super content de voir ce qui va arriver. Maintenant, comment est-ce que ça va se faire? On en parlait avec Yann un peu avant. Je pense que même la NBA, aussi prestigieuse qu'elle soit, elle découvre. Donc, je pense qu'elle va prendre beaucoup d'enseignements sur les mois à venir, avec pas mal de réglages à faire aussi. Mélissa? Oui. Pour rebondir un peu dans tout ce qu'on dit, moi j'aimerais vraiment sonner une sonnette d'alarme parce qu'on est là, on en parle et je pense que c'est important. On voit aujourd'hui, on parle de la NBA qui vient investir, on parle de la FIBA qui vient investir chez nous. Moi, ce que j'aimerais vraiment dire, c'est que quand je résume tout ça, c'est vrai, c'est de l'opportunité, c'est des bonnes choses. Mais moi, ça m'attriste en tant qu'Africaine de me dire qu'on est un pays, on est un continent si grand avec des richesses, mais qu'on n'est toujours pas capable aujourd'hui de réaliser ça et de se dire que c'est pas à ces gens-là de venir et nous faire rêver. Mais ces gens-là doivent venir et ils doivent nous trouver, nous, déjà en place et doivent collaborer avec nous. Et aujourd'hui, c'est l'inverse. Aujourd'hui, c'est nous qui essayons, entre guillemets, c'est eux qui nous font rêver. C'est eux qui viennent s'implanter chez nous pour essayer de prendre, pas de prendre, mais en tout cas donner l'opportunité. L'opportunité, elle doit venir de nous. Mais peut-être qu'on peut considérer ça comme un élan. C'est un élan, mais dans ce cas-là, moi, ce que je dirais, c'est que c'est pas, je ne vais pas considérer ni la FIBA ni la NBA comme la solution magique. La solution magique, elle doit être africaine. Ça veut dire qu'on doit, entre guillemets... Mais ça, c'est un grand débat, ça, c'est un grand débat, c'est vrai. Qui... Mais je pense qu'il faut continuer à en parler. Ça veut dire que c'est bien, c'est beau. J'y crois aussi parce que je pense qu'à un moment donné, il faut que ça commence quelque part et de quelqu'un. Donc si c'est de la NBA ou de la FIBA, ça donne l'opportunité à beaucoup de jeunes de pouvoir vivre leurs rêves, d'aider leur famille, entre guillemets, de vivre leur vie. Alors tant mieux, c'est tout ce que tout le monde veut. Mais entre guillemets, on doit se lever, nous, Africains, et se dire qu'à un moment donné, ça suffit et que la solution, elle doit venir de nous. Parce qu'on a les moyens, on a les possibilités. Et il faut juste maintenant, il faut faire comme eux, se lancer. Alors, enfin, mais juste un point. Je suis d'accord avec ce que dit Mélissa, mais après, il y a le vrai leadership des joueurs africains en NBA. Et ça, en fait, c'est bien d'en parler parce que l'NBA n'est pas non plus par hasard. Quand on lance Basketball Without Borders, c'est parce qu'il y a des joueurs africains comme Mutombo qui sont africains inconditionnels et qui se disent « Ok, c'est bien, j'ai eu ma carrière aux US. » Quand Hakim Olajuwon se bat aussi pour mettre en place des choses en Afrique. Donc, ils font partie d'une institution. Mais ils disent aussi, non, mais écoutez, nous sommes les enfants de l'Afrique aussi. Donc, on aimerait pouvoir utiliser le leadership de l'NBA pour pouvoir développer le basket chez nous. Donc, Masai, qui est africain, Gallo, qui est africain. Donc, ce sont aussi, en fait, des enfants de l'Afrique. Donc, indirectement, ce que je comprends, c'est que sans eux, on n'en serait pas là, quoi. Ce serait peut-être fait différemment. D'accord. Moi, je pense qu'ils apportent quand même... Pour aller un peu dans le sens de ce que dit Mélissa, c'est que ça a été initié, on peut imaginer que ça a été initié par les premiers joueurs africains dont fait partie Yomi. Bien sûr. Oui. Ça a été, eux sont les vrais exemples et ils sont les premiers, les précurseurs de ce mouvement. En fait. Et il ne faut pas oublier dans la culture américaine, et c'est très présent chez les joueurs NBA ou tout ce qui est entourage NBA, le côté charity. C'est quelque chose de très important pour eux. Et le fait de rendre, de redonner. Et ça, ces joueurs africains-là l'avaient sûrement déjà de par leur culture, et la NBA l'a juste encouragé. Il faut savoir que la NBA crée des programmes qui encourage les joueurs en leur disant, voilà, c'est la NBPA, le syndicat des joueurs, si vous avez un programme de charity que vous voulez faire, on vous suit, on peut financer des choses.
Et à mon avis, NBA Afrique, ça a dû partir de ce type de réflexion. Et la NBA a dit banco, on suit, on y va. Et ils ont ouvert leur bureau à Johannesburg. Ils le font aussi en Chine. Les académies ? Oui. Ils ont des académies partout. Académie en Chine, académie en Australie. En Australie. Il faut savoir qu'en Australie, c'est un peu différent. L'académie existait déjà. Et l'académie fait du très très bon boulot. Mais restons sur... Parce que l'Australie, on peut imaginer qu'Australie et États-Unis, c'est assez proche. Mais revenons sur la Chine, ça fonctionne ? Ça fonctionne dans quel sens ? Est-ce qu'ils sortent des joueurs ? Est-ce que ça se passe bien avec les fédérations chinoises Je pense que ça se passe bien. Il faut savoir que les Chinois sont très friands de NBA. C'est un très très gros marché pour la NBA. C'est peut-être même beaucoup plus du business pour la NBA que du vrai développement des joueurs. Comme ils peuvent potentiellement le faire en Afrique. Le développement joueur. En Afrique, ouais, voilà, c'est ça. Je pense que là-bas, en Chine, c'est vraiment pour sceller le business. Voilà. Yomi, au début de l'émission, avant qu'on commence, on parlait des joueuses de Mélissa et vous disiez c'est elles les plus fortes, c'est les joueuses africaines, c'est elles qui montrent l'exemple. Quid du basket africain féminin avec la balle, avec la NBA? On n'en parle pas du tout, on parle depuis tout à l'heure NBA, des équipes. Il se passe quoi avec les filles? La réponse est dans la question. La NBA, c'est un championnat masculin, il faut demander à la WNBA, c'est deux entités différentes. Est-ce que les filles... du coup, le basket féminin va pas perdre un petit peu de cette présence, de ce focus sur le basket masculin? Elles sont où, les filles? Il est là. Les filles de béton. Qu'est-ce qu'on fait pour le basket féminin africain? Vous ne pouvez pas comparer le basket masculin et le basket féminin en Afrique, même si le basket féminin progresse énormément. Mais revenons un petit peu en arrière. Quand moi je jouais au basket par exemple, le basket féminin en Afrique n'existait pas. Mais maintenant, les femmes, elles sont là et elles se battent. Et à chaque fois que je les ai vues jouer, parce que je vous avoue que j'adore les regarder jouer en tournoi parce qu'elles se donnent vraiment, mais vraiment à 100%. Vous comprenez ce que je veux dire? Et le basket féminin, petit à petit, se développe et grandit en Afrique. Et dans le futur, il sera reconnu, c'est une évidence. L'équipe nigériane m'a impressionné durant le dernier tournoi auquel elles ont participé avec le Sénégal aussi. Il y a aussi le Sénégal, parce que quand je les vois, je constate que le basket féminin est vraiment en train de grandir et de se développer. Donc les filles, elles n'ont pas besoin de la NBA, elles sont assez fortes comme ça, vous n'êtes pas jalouses? Je pense qu'on est arrivé à un point où on ne se compare plus. Il n'y a pas de comparaison à faire entre la NBA ou la WNBA. La seule chose aujourd'hui dont on va parler, je pense, avait fait polémique pendant un moment, c'était se dire par rapport au salaire de filles comparé aux hommes. Mais après, si on regarde, on ne parle pas de salaire, on ne parle pas de business, on parle juste de la qualité en termes de jeu. Le basket est en train de se développer, le basket africain féminin est en train de se développer. Les choses qu'on pouvait voir avant, on les voit, elles sont mieux. Les filles jouent beaucoup mieux techniquement, même dans le coaching. Elles sont plus pro. Elles sont plus pro. En fait, si on se compare et on jalouse les hommes, alors on n'y avancera pas. Je pense qu'aujourd'hui, il y a maintenant un fonctionnement. Je pense que les femmes, on a compris que on va faire avec ce qu'on a. On ne peut pas dire on va faire sans ou on fait avec ce qu'on a. Et malgré le peu qu'on a, on avance quand même bien. Les résultats sont là, qu'on le voit. Et je pense qu'il n'y a pas... Si on va faire une chasse à l'homme pour être comme eux, alors on n'y arrivera jamais. Yann, est-ce que la balle peut avoir des répercussions sur le basket féminin aussi africain? Je pense que la balle, elle aura une répercussion sur le basket en général, parce qu'il va y avoir tout un rayonnement, il va y avoir aussi des retombées télévisuelles, donc ça aura une répercussion sur le basket en général. Après, il faut savoir que dans le basket féminin africain, il y a énormément de joueuses qui jouent en WNBA ou qui sont passées par la WNBA, qui jouent dans les gros championnats européens. Ça représente quoi la WNBA aux États-Unis? C'est suivi, il y a un vrai championnat. Elles ont leur public, il y a un vrai championnat. Par contre, le championnat se joue pendant l'été, parce que la plupart de ces joueuses-là jouent pendant l'Europe. Les championnats de référence restent quand même les championnats européens, les équipes d'Euroleague. Je parle sous le contrôle de Mélissa. Alors, dans le basket féminin, le point culminant, c'est pas les États-Unis, c'est l'Europe. Les meilleures joueuses jouent en WNBA pendant l'été et jouent en Europe pendant la saison. Elles font 2 saisons. Ouais. Elles font 2 saisons. Financièrement, elles se retrouvent beaucoup plus en Europe qu'en WNBA. Ah ouais. Exactement. Après, pour les filles, il faut savoir que tout à l'heure, Yomi parlait de SID. SID s'occupe également des filles. L'Académie SID au Sénégal ont autant de filles que de garçons.
Donc c'est quelque chose qui n'est pas laissé de côté. Après, concernant la FIBA, il y a un pays africain qui fait ça très bien. L'Angola. Oui, l'Angola. A beaucoup investi. Les joueuses en Angola ne partent pas en Europe pour jouer. Elles ne rêvent pas d'Europe. Comme les joueurs angolais ne quittent pas l'Angola parce qu'ils sont très bien payés, ils vivent très bien là-bas. Ouais. Et il y a une très bonne formation en Angola. Yeah, most of them from Portugal. Most of the players that they play in Angola. No, not all of them. Like, most of them come beaucoup. Pardon? Beaucoup. Non, pas tous. Il y en a beaucoup. Alors, on arrive malheureusement à la fin de l'émission. Je sais, c'est intéressant, donc ça passe vite. Une dernière question, une réponse assez courte. Quel est le but de la NBA? C'est d'être seul au monde? C'est juste eux, avec leur modèle économique, leur modèle de championnat, juste la NBA, et tout doucement, on mange la FIBA, on mange l'Europe, on mange la Chine. C'est ça l'ambition, c'est conquérir le monde, ou c'est que du business? It's business. NBA, mais le business, c'est d'être partout le meilleur. NBA is business. NBA is business. C'est du business. C'est du business. La NBA, c'est du business. Ils ne sont pas là pour faire de la charité, comme on dit. Ils sont là pour faire de l'argent. Chaque équipe a un propriétaire et chaque propriétaire a investi de l'argent. Et comme tout investisseur, il aimerait que ça rapporte. Ma NBA, c'est la NBA du business. C'est la NBA du business. C'est un monstre, le NBA? Non, je pense que tout dépend de la manière dont on veut voir ça. Et je pense que, déjà, premièrement, je ne pense pas que la NBA pourra manger tout le monde. Pour vous, les joueurs, les joueuses, la NBA, c'est positif? Pour moi, je vais dire, on peut le voir sous plusieurs angles. Mais en tout cas, tout ce que je peux voir aujourd'hui, c'est que peu importe ce que la NBA peut faire, aujourd'hui, ça donne l'opportunité à plein de gens, à plein de jeunes de pouvoir vivre certains rêves, de pouvoir s'en sortir. Alors si je le vois comme un business, oui, je peux le voir comme un business, mais dans ce business-là, je vois l'opportunité pour beaucoup de personnes, pour beaucoup de jeunes, beaucoup de familles de pouvoir s'en sortir, avoir une vie meilleure. C'est plutôt comme ça que je veux voir. C'est le spectre, en fait, NBA. En fait, la NBA, pour moi, la NBA et la FIBA pourront toujours coexister, parce que la NBA, à terme, deviendra une ligue mondiale. Mais une ligue mondiale qui sera que sur des gros marchés. Uniquement sur des gros marchés. Une équipe à Londres, peut-être, une équipe à Munich, une équipe à Paris, mais sur des gros marchés. Une ligue fermée mondiale, quoi. À terme, ça sera peut-être l'idée. Là, ils parlent d'avoir une équipe dans le Mexique, ils en ont déjà au Canada. Ils cherchent à s'étendre et c'est dans la discussion. Maintenant, il y aura toujours besoin d'avoir la FIBA autour. Et ils ne chercheront pas à avoir tout. Ils veulent juste les gros marchés. La NBA, c'est un business, comme on l'a dit. Et ils ont besoin des gros marchés pour ça. Freddy, à vous le dernier mot. La FIBA peut craindre la NBA, selon vous, ou vous êtes d'accord avec ce qui est dit? Non, moi je pense en fait que la NBA est une très grosse entreprise qui a besoin de faire de bons résultats. Et que l'image de la NBA est aussi indissociable de ses résultats. Quand, à la dernière sortie de l'équipe américaine, on finit 7e, c'est ça? Je crois. Voilà. Donc, ça fait tâche. C'est ça. Donc, en tout cas, pour moi qui suis un fan de la NBA depuis que j'étais... je me dis, non, mais le reste de la planète ne dort pas. On travaille. Le basket se développe. Ça peut que élever le niveau, d'ailleurs. Voilà. Donc, en face de la NBA, aujourd'hui, il y a des concurrents qui sont sérieux. Donc, moi, je pense que la NBA est aussi dans un match où il va peut-être falloir encore plus mouiller le maillot et que cette stratégie de conquête, c'est pas tout. Il y a le basket. Pour nous qui aimons le basket, quand on regarde un basket qui n'est pas beau, et ben on se dit, non, moi je préfère aller regarder un match d'Euroleague. Ça m'arrive aussi. Donc, il y a des très beaux matchs, il y a des très bons joueurs en NBA, mais allez vous taper un match de la saison régulière, le 10e match à Milwaukee contre je ne sais qui. Voilà. Donc, pour moi, il reste encore beaucoup de travail. C'est un championnat que je mets très haut, avec beaucoup de moyens, mais qui ne peut pas se reposer en fait sur ses lauriers. Ben voilà, j'espère qu'on aura fait le tour concernant le basket africain, qui, comme vous l'avez compris, est au cœur du basket mondial, avec la NBA, avec la FIBA, avec Stade Afrique, bien évidemment, parce que nous aussi, on est international. Mélissa, merci beaucoup. Yann, à très bientôt. Merci. Freddy, toujours un plaisir. Yomi, merci. Big pleasure. Thank you so much. Au revoir tout le monde. On se voit très très bientôt, la semaine prochaine, et à bientôt sur Stade Afrique.